Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bernadette Klein. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai un invité qui est le docteur Jean-Claude Leu, anesthésiste et réanimateur à Strasbourg, et j'ai une journaliste de pair qui est Isabelle Marquis et qui a bien voulu se prêter à ce jeu pour nous interviewer. Alors, à tout de suite. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans un domaine encore mystérieux, même si l'on en parle de plus en plus. Il est encore méconnu et fascine beaucoup d'entre nous. Il s'agit de la médiumnité. Et qui mieux pour en parler que Bernadette Klein, médium et auteur. Alors j'ai rencontré Bernadette il y a quelques années dans une petite salle à Strasbourg. Elle pratiquait la médiumnité en salle et je me souviens encore du moment où elle a délivré un message. Je me souviens encore de mon émotion car je me sentais partagée entre mon esprit cartésien et cette partie de moi pour qui l'existence d'un ailleurs était une évidence. Plus tard, dans le cadre de l'association Aux Êtres, j'ai eu l'occasion de l'inviter pour des conférences et de la filmer lors d'une transe. Aujourd'hui, elle a écrit plusieurs livres et édité 2 oracles. Un documentaire intitulé « À la rencontre des esprits » a été projeté au Cinéma Vox à Strasbourg et elle a également participé à l'Académie des médiums, un autre film documentaire disponible sur INRES TV. Autant dire que Bernadette a un riche parcours, jalonné de rencontres et d'expériences plus qu'extraordinaires. Son premier livre, Révélation d'une médium, sorti en 2019, que vous voyez d'ailleurs derrière moi, parle de son parcours de vie. J'imaginais la vie des médiums comme pouvant être des vies faciles parce qu'ils semblent être guidés et accompagnés. Et pourtant, avant de s'approprier leurs facultés hors normes, il a un parcours parfois douloureux et chaotique. Bernadette Klein vient d'écrire un nouveau livre, Rencontre avec une médium spiritualiste, pour parler cette fois de son parcours de médium, rigoureux et passionné. À travers des récits personnels, des rencontres spirituelles et des explications claires, elle offre une compréhension profonde de la vie après la mort et de la communication avec les défunts. Elle s'est formée au collège Arthur Findlay en Angleterre, un institut de renommée mondiale spécialisé dans la médiumnité et les sciences spirituelles. Et cette formation exigeante a permis à Bernadette de développer une approche unique et novatrice. Son parcours et son engagement ont profondément marqué le monde de la médiumnité spiritualiste. En plus de ses activités de médium, Bernadette est également une artiste peintre inspirée. Elle consacre sa vie à l'enseignement et au développement spirituel, animant des conférences, des ateliers et elle propose également des séances privées. Aujourd'hui, je rencontre à nouveau celle que j'ai rencontrée pour la première fois il y a 10 ans. Telle une chenille devenue papillon, elle est lumineuse et inspirante. Et avoir des cheveux gris, toutes les deux maintenant. C'est vrai, le temps a passé. Et oui. Alors, je reçois également un homme qui a vécu à ses côtés, Jean-Claude Leu. Il est médecin anesthésiste réanimateur d'une grande expérience et spécialisé en hypnose clinique, avec une carrière marquée par l'exploration des états modifiés de conscience. Il a préfacé le nouveau livre de Bernadette et il apporte un regard cartésien sur la médiumnité tout en témoignant des années passées à côté d'une médium. D'ailleurs, cette rencontre aurait pu s'intituler « Quand un médecin et une médium révèlent l'invisible ». Pas mal. C'est le titre d'un nouveau livre, peut-être. Peut-être. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Merci à toi, Bernadette. Il y a eu encore d'autres films, tu n'es pas forcément au courant, mais c'est vrai que INRES m'a invité à plusieurs films documentaires, dont Alan Kardec aussi. J'étais la médium du documentaire Alan Kardec. Et puis, il y a d'autres petites choses encore. Et puis, il y a d'autres choses à venir également. Il me semble. Ouais. Et je te poserai la question à la fin. Je me souviens plus de tous les projets. Okay. Donc, je vous propose de vous questionner, de vous interroger l'un après l'autre. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour Bernadette. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors Bernadette, je vais te poser la première question. Donc, il y a eu de nombreuses étapes dans ton parcours, depuis ton premier livre jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire À la rencontre d'une médium spiritualiste? Que souhaites-tu transmettre à tes lecteurs? Écoute, déjà, je n'avais plus du tout envie d'écrire.
C'est venu, c'était très coulant, c'était très rapide. J'ai discuté avec un ami qui me dit, il faudrait peut-être que tu expliques un petit peu ton parcours, ce que tu penses avec du recul suite au premier livre où j'ai déjà donné pas mal d'expériences vécues. Et puis quelque part, je me suis dit, bon, allez, je me laisse inspirer. Donc j'avais mis une date dans ma tête qui était le 3 ou le 5 juin. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire le matin. Et l'écriture, ça a filé comme un rien, comme un bas de laine, je dirais. Ça a coulé sur la feuille et je me suis arrêtée quand le livre était terminé. J'avais besoin de, comme je disais, avec le recul, d'exprimer avec un regard nouveau et puis beaucoup plus d'expérience ce que je comprends aujourd'hui de la vie. Déjà, de mes expériences et surtout aussi de la médiumnité que j'ai brassée X fois. Donc, quelque part, avec ce recul, maintenant, ça me permet d'avoir un regard différent. Et c'est quelque chose qui restera de toute façon toujours très naturel chez moi. Et quel est le message principal que tu as envie de transmettre à travers ton écriture ? Alors, ce que j'ai envie de transmettre, c'est surtout que j'ai envie de dire, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, même si on est là pour vous guider, pour vous donner des clés dans ce chemin de vie, choisissez bien vos clés et faites-vous confiance à vous et ne prenez pas les clés des autres. Merci Bernadette. Jean-Claude, vous avez préfacé ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous associer à ce projet, vous qui êtes du milieu médical et plutôt rationnel ? C'est d'abord à la demande de Bernadette, de répondre à cette demande en expliquant mon parcours à ses côtés pendant quelques années. Moi j'ai une formation cartésienne plus, donc j'ai beaucoup observé, ça fait partie de mon métier aussi, d'observer. Et j'ai beaucoup observé la manière dont la médiumnité de Bernadette s'exprimait. Ce que j'ai d'abord observé, c'est que contrairement à moi qui était cartésien, elle faisait confiance à son ressenti, elle ne faisait confiance qu'à son ressenti, ce qui va à l'encontre un petit peu de la formation que j'avais, par ailleurs, j'ai appris à connaître son parcours, la manière dont elle a formé son don, qui était brut, puisqu'elle l'a depuis toute petite, mais elle a été obligée d'apprendre à dompter ce qui lui était donné, à interpréter de plus en plus finement ce qui lui était donné, de manière à pouvoir donner du sens à ce qu'elle restituait. Voilà. Alors je me permets juste de revenir un petit peu à vous, mais qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de préfacer son livre? Parce que vous avez quand même une formation cartésienne, rationnelle, et le fait d'avoir vécu à ses côtés, est-ce que ça a changé quelque chose sur votre pratique peut-être, ou sur votre façon de soigner vos malades? Alors bien sûr qu'il y a un avant et un après Bernadette, mais oui, elle m'a appris à moi à faire confiance aussi, à mon ressenti, à la manière dont je percevais des choses dans les échanges avec autrui, que ce soit des patients, des amis, des connaissances ou des gens, des inconnus. Alors bon, j'avais déjà une solide formation d'hypnose avant de la connaître. J'avais fait de la PNL et tout, donc je savais déjà lire tout ce qui est de l'ordre du non-verbal,
Et puis, au-delà de ces lectures, de ces observations, ben, j'ai appris à accepter ce qui m'était donné à moi aussi quand cette interaction se produisait. Donc on peut dire un esprit cartésien, mais quand même avec une grande ouverture déjà. Quand même. Oui. Si, quand même. Oui. Oui, bah, il est venu dans des formations que j'ai fait en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis. Il a suivi. Alors, oui, une ouverture d'esprit, c'est clair, mais il y a aussi comment dire, la certitude que la connaissance authentique aujourd'hui, maintenant, elle est ce qu'elle est, mais il nous échappe encore plein de choses. Et que alors la médiumnité n'a pas été suffisamment sérieusement étudiée sur le plan scientifique. Elle l'a été, hein, il faut le savoir, beaucoup pendant la guerre froide. Mais surtout dans le domaine du renseignement, tant du côté des agences spécialisées aux États-Unis que en Russie, dans l'ancien bloc soviétique. Alors, il y a plein de choses sérieuses qui ont été faites scientifiquement à cette époque-là. Mais comme c'est du domaine du renseignement que c'est encore classifié, bon, on n'en sait pas grand-chose. Mais on sait que la médiumnité a été utilisée par les deux agences, le KGB et la CIA. Alors, en pratique, ce qui est un petit peu dommage, c'est que pour l'instant, les études sérieuses dans ce domaine, elles existent, elles balbutient, mais on n'en est qu'au début. Hein. Alors on en parle quand même beaucoup et de plus en plus, hein, heureusement. Hein. Alors Bernadette, ton approche de la médiumnité est rigoureuse, sans rituel complexe. Peux-tu nous rappeler brièvement comment ton don s'est manifesté et pourquoi tu t'es formée au collège Arthur Findlay? Très bonne question et merci pour cette question. Parce que ce que je voulais quand même préciser, alors mon don s'est manifesté, j'étais très très jeune, hein, déjà enfant, je voyais les défunts, je communiquais avec un au-delà, que je ne savais pas qu'on appelait ça l'au-delà, mais pour moi je voyais des personnages en transparence avec lesquels je rentrais en contact. J'avais aussi très jeune une façon de m'exprimer par rapport à Jésus. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que mon confident était Jésus. C'était peut-être mon seul ami aussi, parce que j'étais une enfant très seule, et donc vivant dans cette solitude, mis à part Jésus et Barbie, c'était les deux à qui je m'adressais, mais j'avais très vite compris qu'au-delà du voile, il y avait quelque chose d'important et de vivant pour moi. Comment tu as géré toutes ces... Je l'ai mal géré parce que je ne savais pas trop. Alors quand j'étais dans la souffrance, parce que j'ai été beaucoup dans ma souffrance aussi, par rapport à cette solitude en tant qu'enfant, mais je me posais pas trop de questions, si tu veux. Je me posais pas trop de questions. Je n'avais personne à qui m'adresser. Pour moi, mes parents, c'était pas possible. Même si on avait des facultés dans les deux familles chez moi, personne n'en parlait. C'était très secret. Donc, c'était compliqué. Donc, c'était, je me débrouille avec ce package que je n'ai pas du tout apprécié et compris. Et puis, je voulais surtout préciser, et ça c'est important pour moi, ma médiumnité a toujours extrêmement débordé au niveau de mes flashs, de ma clairvoyance. Jean-Claude peut le prouver, etc. Mais c'est d'ailleurs aussi Jean-Claude qui m'a beaucoup poussé et aidé à aller au collège Arthur Findlay. Mais j'ai été au collège pour... comprendre le fonctionnement du langage pour transmettre au plus juste ce langage qui m'était donné. Parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. Hein. C'est un langage tellement simple qu'on n'arrive pas forcément à le maîtriser ou à le comprendre. Mais j'ai surtout été pour cadrer ma médiumnité qui débordait. Je n'ai pas spécialement appris
à faire de la médiumnité. J'ai appris à la gérer. Et ça, c'est toute la différence aujourd'hui. Il y a une espèce de business school où tout le monde court parce que c'est collège Harry Potter, et c'est vrai. Et je ne crache en rien sur ce lieu qui est magnifique, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui aussi qui ont changé. Il y a la scène et l'arrière-scène, sans vouloir rentrer dans les détails, et c'est dommageable, vraiment. Mais il y a des égos partout, et il y a du pouvoir partout, et la puissance de l'argent est également là. Mais je tiens quand même à dire, et ça, Jean-Claude, tu pourras le prouver, on a donné un cadre. Jean-Claude m'a aidé dans ce domaine-là, à cadrer ma médiumnité. C'était important parce qu'elle débordait tellement et je ne savais pas quoi en faire. Donc, on m'a expliqué comment la gérer. Et je n'ai pas appris cette médiumnité au collège. C'est quelque chose qui était vraiment inné chez toi, et tu as simplement, au fil de tes années, de tes expériences, réussi à la canaliser, à mieux la dompter d'une certaine façon. C'est le terme que je voulais utiliser. On t'a appris à dompter tes ressentis et à les restituer de manière noble. Disons, dans le cadre d'une certaine éthique. En respectant une éthique et en, sans broder, en étant, comme on polit une pierre précieuse, je veux dire, en gardant vraiment l'essentiel, et sans broderie, tu vois. C'est ça que tu as appris avec tes maîtres à penser et à pratiquer. Donc une forme de rigueur. Moi, ce que je considère comme le plus important de ce qui t'a été donné là-bas, c'est de toujours faire confiance à ce qu'on te donnait. Parce que je me rappelle très très bien. Dans le monde spirituel. Oui. On est d'accord. Notamment Paul Jacob et d'autres. Ce qui t'a été donné, t'a été donné. Si ça, et le challenge, comment dire, la retranscription. La qualité du message fourni. Il est dans la simplicité, effectivement, de la restitution, mais dans la vérité. Et surtout, se méfier des interprétations du mental. Et donc, aller vite au but, droit au but, et puis s'arrêter là, quoi. Une médiumnité directe, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Mais il faut dire aussi qu'il y a aussi tout un travail de la personne, de soi à soi. Il y a tout un travail, parce qu'on ne claque pas des doigts et puis ça vient comme ça. Il y a la scène, mais il y a aussi l'arrière-scène qui est importante. Et puis, c'est un long travail de compréhension et de transformation de soi. Oui, bien sûr. Mais au moins, tu as acquis au collège une manière claire, nette de travailler. Alors ça change rien, ça n'a pas adouci les péripéties de ta vie, mais au moins t'avais une méthode et t'avais un cadre éthique dans lequel t'exprimer. Et comme nous, dans le domaine médical, un grand principe, c'est que d'abord ne pas nuire. Le deuxième grand principe, c'est qu'il n'y a pas de thérapie s'il n'y a pas de demande. Donc, le fait qu'on ait vécu ensemble et que je t'ai transmis un petit peu ces bases éthiques
Oui, ça a parce que... aussi un peu transformé ta manière de faire. Oui, parce qu'il faut dire, elle était tellement débordante, mais elle était aussi débordante dans l'excitation. Tu vois, t'es heureux, t'annonces un truc. Moi, je me souviens qu'un jour, j'arrive en disant, Jean-Claude, oui, ton fils, il va avoir un accident. Et moi, j'étais tellement dans la folie, tu vois, d'annoncer, mais j'étais dans l'excitation d'avoir reçu un message et j'étais pas dans la pensée des conséquences que ça aurait psychologiquement sur Jean-Claude, tu vois. Donc, après coup, oui, j'ai réfléchi à comment donner ça. Et c'est vrai, ne pas donner quand on ne te demande pas. Ça, je l'ai bien compris, tu vois. D'où le terme dompter, c'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment dompter. Oui. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. Quelle différence, parce que tu te dis donc médium spiritualiste, et quelle différence fais-tu avec un médium traditionnel? Comment pratiques-tu ta médiumnité? Alors, tu veux parler entre une médium spiritualiste et une médium spirit? C'est de ça que tu veux parler? Parce que dans ton livre, tu te dis donc à la rencontre d'une médium spiritualiste et puis il y a les autres. Quelle différence tu fais? Oui. Alors, de toute façon, dès qu'on croit en Dieu, on est de toute façon spiritualiste à la base. Ensuite, il y a eu les spiritualistes qui ont amené, et c'est ce que j'explique dans le livre, qui ont amené ça dans tout le comté des États-Unis, et puis c'est parti vers l'Angleterre, et c'est arrivé en Europe. Et en Europe, c'est les médiums spirites, dont Alan Kardec, qui a recueilli cette médiumnité-là et qui en ont fait quelque chose de différent. Après, moi, je tiens quand même à se préciser, spiritualiste, pourquoi? Parce qu'il y a cette croyance en Dieu ou en un autre monde, un au-delà, mais il y a aussi le fait que j'ai étudié au collège et j'ai eu un enseignement et aussi une forme de spiritualité et un enseignement religieux qui m'a été donné. Après, ce qu'il faut savoir aussi, moi je veux rester et je resterai un neutron libre. Donc, pour moi, il n'y a pas d'enfermement dans un dogme tel qu'il soit. Je trouve que c'est important d'avoir cette curiosité de goûter à toute chose. Mais après, moi, j'aime bien en faire ma propre sauce. Tu ne veux pas une étiquette précise, quoi. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'il y a marqué ça sur le titre de mon livre que tu n'es que ça. Oui, non. mais tu es quand même dans la spiritualité depuis le départ. Depuis toujours. Tu nous as parlé de Jésus avant. Oui. On n'a pas parlé de sa mère, mais elle y était aussi. Oui. Oui. Donc, voilà. Tu es dans le cadre christique, tu es dans cette essence-là. Oui. On pourrait être dans la spiritualité orientale, bouddhiste, etc. Après, j'ai testé. Non, mais j'ai testé. On est d'accord. C'est pour ça que ta spiritualité, elle est essentiellement christique, mais pas que. Mais pas que, et elle n'est pas catholique. D'accord. Voilà, c'est pas la même chose. Attention, si, parce que dans catholique, ça veut dire universel. Donc ta spiritualité, elle est universelle. Donc elle est catholique. Elle est catholique. Mais elle n'est pas ecclésiale. Non. Non. Voilà. Voilà. Merci monsieur d'avoir précisé merci pour cette précision, qui est important. Alors Jean-Claude, en tant que médecin et ex-compagnon de Bernadette, vous avez été témoin direct de ses capacités. Pouvez-vous partager un moment qui vous a particulièrement marqué et, comme je le disais tout à l'heure, qui a peut-être remis en question votre esprit cartésien ou élargi votre compréhension des états de conscience, voire de la vie après la mort? Alors, bon, on y va. On y va. D'abord, je suis cartésien de formation médicale, c'est vrai, mais je suis aussi un être spirituel. Et je l'étais avant d'être médecin. Et ce cadre, cette spiritualité-là qui est en moi et qui m'anime, elle a trouvé bien évidemment du sens aux côtés de Bernadette, mais c'est vrai que elle était quand même bridée par ma formation qui est quand même solidement cartésienne. Cela dit, je suis suffisamment ouvert pour me dire que pour moi, et à l'observation de Bernadette, les spiritualités
les médiums, ils ont manifestement des capacités de ressenti qui ne sont pas standards, qui ne sont pas comme les miennes ou comme celles d'une grande majorité des gens. Et je l'interprète d'une manière peut-être simpliste, mais on sait tous que les chiens entendent les ultrasons. Moi, je les entends pas. Mon chien les entend. C'est pas pour autant qu'ils n'existent pas, ces ultrasons. Donc, mon approche à moi, c'est que les médiums, ils ont une capacité un champ sensitif, sensoriel, qui n'est pas celui de monsieur ou de madame tout le monde, et qu'ils reçoivent ou ils perçoivent soit des messages, soit des visions, soit des flashs, soit des ressentis à l'intérieur de leur propre corps qui ne leur appartient pas. Il faut déjà qu'ils apprennent à se rendre compte que ça ne leur appartient pas, mais qu'on veut leur dire quelque chose au sujet d'une personne qui est présente dans une salle ou qui est posée en face d'eux, et que ce qu'elles ressentent dans leur corps, c'est exactement ce que le sujet qui les interroge ressent. Et donc, ils ont, ces médiums, la capacité de ressentir, de recevoir des messages sensoriels que la plupart d'entre nous ne reçoivent pas, et donc ne peuvent pas interpréter. Le gros défi auquel les médiums sont confrontés, c'est d'être juste dans leur restitution de ce ressenti, de manière à donner au public, aux gens, à répondre à une demande qui soit tout à fait juste. Raconte-nous une expérience. En tant que témoin, quelle est l'expérience qui vous a marqué le plus? À quoi vous avez assisté? Je crois savoir que vous avez assisté un jour à une masterclass. Ou un autre exemple. Non, tu sais, Ernesto. Non, elle parlait de Ernest Rossi. En fait, mais sinon, t'as Pépino, Qu'est-ce que tu avais envie? On a vu plein de choses dans la maison. Oui, mais il y avait aussi la fois où tu avais parlé du Vietnamien, là. Oui, je crois que c'est ça qui l'a le plus choqué, en fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Jean-Claude? Ça, c'était assez c'était marrant, parce que j'étais il y a une dame qui vient avec sa fille pour une consultation privée. Pour une consultation, mais c'est une dame vietnamienne, une vieille dame vietnamienne avec sa fille qui était bilingue, et la consultation, c'était au sujet de la dame, enfin plutôt de son mari, je crois. Décédé. Bon, Bernadette s'est connectée au mari de la dame et elle a commencé à lui parler en vietnamien, et c'est la fille de cette dame était complètement comme de ronflant parce qu'elle comprenait que c'était tout à fait cohérent et qu'elle se mettait à parler en vietnamien avec la vieille qui était complètement scotchée. Et la dame, elle pensait que je parlais le vietnamien en vrai, quoi. Ah oui, d'accord. Et moi, je lui dis, mais je ne comprends pas ce que je vous dis. Alors, elle est encore plus choquée. Non, je dois dire que c'était assez impressionnant. Mais il y avait un côté comique, drôle, mais dans le fond, c'était pas drôle du tout, puisque la petite dame, elle en a pleuré. Elle pleurait son mari. Hein. Bon, enfin, ça, c'était un truc assez impressionnant. Je fais pas ça sur commande, hein, tout le temps. Hein. Mais non. Je ne sais pas non plus comment je réussis à faire ce genre de choses. Hein. Donc, alors c'est un petit peu comme les trans où on a des modifications physionomiques du visage ou autres, où
même de la voix, hein, de l'intonation de la voix, qui fait qu'on a en face de soi quelqu'un qui est en train de se transformer. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Qu'est-ce qui est encore... Pépinot, tu veux raconter Pépinot? Non, Pépinot, non. C'est écrit dans le livre. Non. Il y a tellement de choses. Tu fais de la transfiguration, Bernadette? Oui. Ouais. Oui. Mais pas en France. C'est marrant, hein, parce que j'ai pas la même personnalité en France qu'ailleurs. C'est comme si... Après, c'est ma problématique. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Mais si tu veux, sur une autre terre, je me sens plus en symbiose et à l'aise qu'ici. Donc, ça ne s'explique pas. On est peut-être aussi beaucoup dans le jugement ici. C'est quand même encore une région qui est assez fermée, même si on s'ouvre. Mais je suis désolée, par rapport à d'autres pays, c'est différent. Et peut-être que mes origines ne sont pas vraiment sur cette terre. Et il y a une facilité peut-être aussi à être connecté sur d'autres terres. Je pense que c'est beaucoup l'ouverture d'esprit aussi, non? Regarde avec Ernest Rossi. Ah oui, ça c'était intéressant. Alors, tu en as parlé quand même plusieurs fois de cet Ernest Rossi, donc moi j'ai envie de savoir. Dis-nous déjà qui c'est, parce que c'est quand même important. Tout le monde ne le côtoie pas comme ça. Hein. Alors, non. Et on se jette pas, n'importe qui se jette dans ses bras, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, ils étaient tous choqués. Mais je l'ai fait. Pas lui. Pas lui, non. Il a apprécié. Bon, alors, qui est Ernest Rossi? Faut revenir on va dire aux années juste après-guerre. L'hypnose prend un tournant très très important sous l'impulsion de Milton Erickson. Et Milton Erickson a travaillé avec un certain nombre de personnes. Il y avait le groupe de Palo Alto. Il y a vraiment, à ce moment-là, un tournant très important dans la renaissance de l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est un phénomène qui a été étudié beaucoup au début du XXe siècle, en France. C'est d'abord une affaire française, l'hypnose. Ça commence avec l'abbé Feria, puis ensuite il y a toute l'équipe de la Salpêtrière à Paris. Il y a même Edmund Freund qui va venir de Vienne pour étudier l'hypnose avec Charcot à Paris. Enfin, l'hypnose du 19e, c'est une hypnose qui est très directrice. Et la grande révolution amorcée par Erickson, c'est de pratiquer une hypnose qui soit beaucoup moins directrice, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas suggestive, mais elle est plus respectueuse, on va dire. Et elle est aussi plus efficace parce que la directivité, ça se heurte à des résistances, et que dès lors qu'on est moins directif, il y a moins de résistance et il y a plus d'efficacité. Bon. Parmi les élèves d'Erickson, il y a un psychologue américain qui a travaillé les 10 dernières années de la vie de Milton Erickson à ses côtés, et c'est Ernest Rossi, que nous avons eu la chance, tout un groupe de médecins français, de rencontrer et de travailler avec lui pendant une semaine dans sa résidence de Los Osos en Californie. Et lors de cette semaine de formation et d'échange, il nous a proposé, parce qu'il savait qu'un certain nombre d'entre nous étaient venus accompagner, il a proposé que le dernier jour, le vendredi, le dernier jour, on amène nos épouses, nos compagnes. Il y en avait que deux. Hein. Oui, il y en avait que deux.
et qu'on travaille avec elle. Et bon, donc il se fait présenter les cocottes. Il y en a une qui a fondu sur le canapé, qui était incapable de parler. Donc le regard s'est dirigé vers moi, tu vois, automatiquement. Alors, il lui demande bonjour, qui êtes-vous, que faites-vous et tout. Et Bernadette lui dit je m'appelle Bernadette, je suis médium. Non, non, pas du tout. Attends. Il est venu et il m'a demandé quels sont vos early morning thoughts. Ah oui, oui. Et là, je lui ai dit, moi, j'ai pas de early morning thoughts. Des pensées du matin. Hein? Et là, Jean-Claude, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous pondre? Et je lui dis, mais moi, j'ai une histoire à vous raconter. Voilà, quand j'étais petite, je me mettais devant mon miroir et puis je communiquais avec un ailleurs derrière ce miroir. Et là, il me dit, oh, great! Viens voir, t'asseoir à côté de moi. Et donc, j'ai commencé à raconter mon histoire. Tu m'as quand même dit que tu étais médium. Non, à la fin, souviens-toi. Mais si, parce que c'est ça qui est important. Parce que donc, on a fait tout un exercice que Jean-Claude va expliquer, parce qu'il expliquera mieux que moi. Et c'était hyper scotchant. Et donc, Jean-Claude vous explique là ça. Hein. Mais donc, à la fin de cet exercice, il était tellement scotché qu'il me dit, mais qui êtes-vous? Êtes-vous une psychiatre? Parce qu'il y avait des psychiatres. Et je lui dis, non, non, je suis pas une psychiatre. Donc, il dit, donc vous êtes une psychothérapeute? Je lui dis, non, non. Donc, il me dit, donc vous êtes une psychologue? Je lui dis, non, 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 non. Donc, il me dit, mais qu'est-ce que vous êtes? Et là, je lui dis, je suis une psychique. Hein? Et donc, il dit, oh my God, that's a gift for me today. Oh mon Dieu, ça c'est un cadeau pour moi. Et puis, il dit si je pouvais découper vos neuron mirror, je le ferais. Je dis écoutez, peut-être pas tout de suite me découper le cerveau, mais on va attendre un peu. Et donc, il était épaté. Et là, il t'a proposé de faire un exercice conjoint, ensemble. Ça, c'était la fin. Donc, avant ça, il m'avait proposé l'exercice conjoint, tu vas expliquer. Oui. Et puis, après lui avoir dit ça, il m'a permis de donner des exercices à tous ces toubibs qui étaient là, pour te dire qu'il y en a qui n'étaient pas contents. Hein. Il y en a qui n'étaient pas contents. Hein. Mais moi, je me suis éclatée et pour moi, c'était un gift, comme il disait, parce que avoir un cadeau d'une telle ampleur, et tout le monde était très respectueux, ce que j'étais aussi. Mais moi, dans ma folie, voilà, Ernie! Et puis je le saute dessus, je l'embrasse, tout le monde était choqué parce que personne n'avait osé le toucher, tu vois. Alors que moi, je le prenais dans ses bras et puis il me disait « Oh, Bernie! » Tu te souviens? C'était trop drôle. Bref, et puis il avait une chouette femme qui est encore vivante, qui était psychologue, hein, qui était superbe aussi, Catherine. Catherine. Qui avait une approche chamanique. Voilà. Mais ce qui a été magnifique, c'est que ça a été filmé et cette vidéo a servi à la vente, sauf que mon épisode à moi, qui était tellement riche et intéressant, a été coupé par le psychiatre à l'époque qui gérait le centre parce qu'il n'arrivait pas à accepter. L'ego avait fait un peu mal, tu vois, ce monsieur. Donc bref. Mais je voudrais quand même que tu racontes cet épisode. Tu te souviens de l'exercice en synchro? Mais oui. Je te laisse faire. Quel suspense! Il a voulu effectivement faire un exercice avec toi. En fait, il a voulu faire une transe conjointe. Et dans la pratique de l'hypnose, il y a un élément qui est capital, c'est le mirroring, c'est-à-dire l'observation de l'autre. Et celui qui mène la séance d'hypnose se met au diapason de la personne qu'il a en face de lui et la manière de se mettre au diapason, c'est déjà de régler sa respiration sur la respiration d'autrui et ensuite d'adopter toute sa gestuelle. Et donc, ils ont fait une transe conjointe, sans aucun mot, et tout d'un coup, on a vu leurs mains bouger de manière similaire, de manière totalement similaire, totalement miroir. Et ça faisait
allusion aussi au dada de Milton Erickson, lui, il est persuadé que la cohérence des messages hypnotiques dans le cadre d'une séance, c'est lié à la reconnaissance des intervenants de leur propre neurones miroir. Et là, on a eu une illustration magnifique d'un mirroring quasiment parfait. Et c'était juste génial. Alors, ce qui était génial à observer et génial ressenti aussi, parce que Rossi, il est sorti comme toi de cette séance, mais boosté, parce que c'était un très vieux monsieur, mais il est ressorti, mais il pétait le feu, quoi. Ouais. Et puis tu sais, ce qui est impressionnant, c'est qu'un bonhomme de cette envergure te dise « Oh, toi, c'est pas la peine de faire les exercices, tu sais. » Alors, moi, je dis pas ça pour mon ego, mais devant un tas de regards de médecins apprentis, on va dire, eh ben, c'était aussi un sacré challenge pour moi, tu vois. C'était aussi une sacrée expérience et ça a marqué. Et puis c'était un bonhomme, quoi, déjà au niveau de sa taille, énorme, et puis de sa générosité. Oui, et puis il faut quand même dire, sa maison était magnifique au bord de l'océan. Et surtout, il y avait beaucoup de tambours, des tambours. Il y avait une boule de cristal, tu vois. Il avait vraiment, comme ils disent, open mind, hein, vraiment. Oui, c'était. Mais le groupe était open mind. Il y avait juste l'organisateur qui l'était pas. Mais le groupe a été scotché. Il y a plein. Enfin, il y avait un psy avec lequel on a fait une expérience. Il y avait un autre médecin. C'était dans un exercice. Oui. Ça, c'était génial. Mais c'était formidable. Tu le voyais pleurer, tu vois, et tout. C'était trop drôle. Ouais. Alors justement, par rapport à cette expérience qui visiblement a été marquante et assez exceptionnelle quand même, hein, un gift, comme on dit. Jean-Claude, qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'aimeriez-vous dire aux sceptiques qui doutent encore de la validité de ces pratiques? Je pense que enfin, écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous. Alors, je dis pas que tout le monde est médium, hein, loin s'en faut, mais on a tous des ressentis. Et on a tous des messages, on reçoit tous des messages de vie, hein, et on se rendrait la vie beaucoup plus douce et beaucoup plus simple si on s'écoutait un peu plus. Attends, juste si tu permets, moi je voulais quand même rajouter que c'est pas parce qu'on fait une école de médium ou parce qu'on fait un stage qu'on est médium. Alors bien sûr qu'on peut recevoir beaucoup d'outils pour soi, pour son enrichissement personnel, pour un certain développement, une compréhension aussi, parce qu'on apprend aussi philosophiquement, spirituellement des choses dans ce genre d'enseignement, notamment dans mes groupes aussi, au collège, où vous voulez, mais on ne peut pas se proclamer médium. Il y en a quand même à tout bout de champ aujourd'hui. Il faut pas oublier que le médium, c'est pas juste sa médiumnité et contacter des morts, mais c'est toute une organisation, toute une essence de vie dans laquelle on travaille et dans laquelle on fait naître pour nos propres compréhensions d'abord et avant tout, pour pouvoir au mieux donner ces états de compréhension que l'on réceptionne. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est venu comme ça, c'est pas grave. Je vais poser la question autrement, parce que tu m'as devancé. J'allais justement te demander, est-ce qu'on a tous cette capacité à être médium et quels conseils aimerais-tu donner? Alors Jean-Claude dit, il comprend pas, mais je me suis laissée embarquer dans mon inspiration, mais je voulais simplement juste dire, connais-toi toi d'abord, avant de connaître ou de vouloir connaître le corps et l'état d'esprit de l'autre, ou de vouloir le soigner. Hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent soigner, mais ils veulent soigner
soigner. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une reconnaissance ou alors ils fuient leurs propres problématiques et donc veulent donner quelque chose. Mais il faut d'abord se donner à soi. C'est comprendre soi avant de pouvoir donner à l'autre. Et du coup, j'ai oublié ta question. Oui, tout le monde. Chacun a ses capacités de médiumnité. Quel conseil? Alors moi j'ai envie de dire, chacun peut recevoir des intuitions et chacun peut travailler ses intuitions en recevant de très bons outils par de bons enseignants. Voilà, mais ça ouvre aussi un chemin personnel et évolutif dans la spiritualité de chacun qui est magnifique sans pour autant vouloir s'installer thérapeute. Non, mais voilà, il y a des gens qui ont la chance d'avoir ces dons de médiumnité et qui débordent de ressentis et qui donc partagent et s'orientent vers, en font un métier, si j'ose dire. Bien. Alors, moi, mon message à moi, après t'avoir côtoyé et de mon propre cheminement, c'est que on a tous des ressentis, que beaucoup d'entre nous gagneraient à s'écouter un peu plus et ils connaîtraient de ce fait, ils s'éviteraient beaucoup de déconvenues et ils se simplifieraient bien évidemment leur vie s'ils s'écoutaient un peu plus. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand on apprend à s'écouter soi-même, on apprend à écouter les autres aussi. Et que donc, on apprend à entendre l'autre. Et parce que écouter, c'est pas entendre. Mais de ce fait, quand on arrive quand on affine son propre ressenti, on affine aussi sa propre écoute. Et on devient peut-être quelqu'un de plus facile à vivre aussi. La vie devient plus facile, seul ou avec les autres. Mais déjà pour soi-même. Ce que je voulais aussi dire, c'est que la médiumnité ou apprendre à dompter son ressenti, ça ne va pas faire de vous un peintre. Hein? Tout le monde n'est pas Picasso, mais tout le monde peut dessiner. Joliment dit. Et donc, sans avoir l'ambition de marquer son temps par son art, on peut quand même un petit peu développer sa créativité. Et la médiumnie, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à accepter son ressenti, c'est apprendre à voir la vie un peu différemment. Alors l'entretien touche à sa fin. J'avais encore une petite question pour Bernadette. Est-ce que tu as des projets en préparation ou est-ce que tu as envie de nous dire donc ce que tu fais, même si je l'ai déjà dit un petit peu en introduction, mais peut-être tu as envie de parler des formations que tu proposes? Oui, alors les formations, il y en a toujours. Hein. Il faut aller sur mon site ou ma page Instagram. D'ailleurs, j'ai une très belle page Instagram qui est là pour vous, donc profitez-en parce que il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Il y a ma chaîne YouTube évidemment, et puis il y a voilà, des séminaires de toutes sortes, que ce soit la peinture inspirée, la médiumnité, la transe, il y a plein de choses. Si j'étais payée à mes idées, je serais milliardaire parce que j'ai une créativité qui déborde et qui est très généreuse. Et Dieu merci. Donc le prochain séminaire, c'est quand? Alors le prochain, ce sera en janvier, hein, parce j'en ai fait pas mal cette année.
Vraiment, on vient de terminer 5 jours de séminaire où il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu l'intuition, il y a eu la médiumnité, il y a eu la transe, il y a eu la communication avec les défunts, il y a eu la peinture à l'encaustique, parce que on travaille aussi sur ça, ou il y a eu la peinture avec son guide. Donc en connexion avec son guide, les gens étaient très heureux de pouvoir voir naître leur guide qui apparaissait sur cette feuille, sans sachant dessiner. Ça c'est vraiment magique. Voilà, il y a eu plein de choses. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je me souviens pas parce que je me laisse guider aussi tout au long du séminaire et mon guide me parle constamment. Donc, comment on dit? Je me laisse guider par lui. Voilà. Je me laisse inspirer par lui. Les projets futurs, on a tourné un film ensemble avec encore d'autres médecins et ce film devrait déjà passer sur les petits écrans, ou notamment au Cinéma Box, mais le film est dans des boîtes et il est pas encore complètement... on a des bouts de rush, mais il n'est pas monté, malheureusement. On a du mal à trouver quelqu'un parce que le monsieur le réalisateur qui nous a filmé a fermé sa boîte lors du Covid. Donc voilà, mais je croise les doigts, on va bien trouver. Passer une annonce, peut-être. Voilà, peut-être, si quelqu'un, parce que ça coûte très cher, on n'a pas forcément les moyens, c'était offert, donc il est venu généreusement suite à mon premier livre, Révélation et confidence d'une médium, il a eu un vrai coup de cœur, donc voilà. Et puis sinon, il y a d'autres projets de peinture qui n'ont rien à voir avec la médium que je suis. Ça a juste à voir avec l'esprit terrien qui dessine d'autres choses. Donc j'ai eu un contrat là qui est magnifique, qui me prend pas mal de temps. Et puis après, au fur et à mesure, il y a des intervenants anglais, probablement d'autres médiums qui arriveront partager avec vous des enseignements tout au long de 2025 et je donnerai moi-même mes propres enseignements, mais j'ai pas encore décidé de ce qu'il y aura. Je suis très je me laisse guider en fait, et généralement c'est fin d'année que je mets en place les rendez-vous pour l'année d'après. Et sinon, il y a aussi une soirée de contact médiumnique en binôme. Donc, ce sera le 3 février 2025 avec David Fontaine. David Fontaine, il y aura un contact. Qui intervient dans l'association depuis 5 ans maintenant, même plus. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je recommence. Voilà, tu l'as dit, que j'ai complètement oublié. Je recommence les démonstrations publiques. Alors, pas énormément, mais je vais recommencer parce que c'est demandé. Et puis, j'ai bifurqué un temps. Et puis, voilà, l'univers fait que tout se remet sur le chemin. C'était quand même ma voie première. Les résistances s'expriment. Voilà, exactement, on va dire ça. Donc, je démarrerai accompagnée du médium David Fontaine. Et puis après, il y aura d'autres. Ah oui, il y a des événements aussi, il y a des conférences que je vais donner l'année prochaine. Alors, si jamais tu as envie, tu es invité évidemment, si tu veux faire une conférence avec moi en public à Strasbourg. Et puis, il y a d'autres personnes qui arriveront très sympathiques. Un ancien avocat, une communicatrice animale, je vais relancer, Et puis évidemment, je t'invite aussi à ces soirées-là, si tu veux être notre journaliste ou notre médiatrice, tu es la bienvenue, Une animatrice, voilà. Voilà, donc cet entretien touche à sa fin. Merci Bernadette, merci Jean-Claude. J'espère que cet entretien inspirera ta communauté, Bernadette, et en tout cas éveillera leur curiosité. Et juste encore un petit mot de fin, très court. D'abord Jean-Claude, et puis je te laisserai le dernier mot de la fin, Bernadette. Vraiment très court. Que dire? Continue. Continue. Voilà, continue. C'est bien, c'est un mot fort parce que c'est pas parce que on croit qu'on a la gloriole comme ça, parce qu'on nous voit sur les écrans, etc., que c'est toujours simple, parce qu'on a aussi nos vies avec nos propres démons à gérer, à comprendre. On n'a pas un mode d'emploi, il faut pas croire parce qu'on est médium qui se déroule comme ça. On a souvent des histoires compliquées à se défaire ou à se raconter, à se les défaire. On n'a pas tout de suite forcément le mode d'emploi. Donc, et puis je suis quelqu'un, je pense que ça,
et c'est ce qu'on dit de moi, quelqu'un de très honnête, d'authentique et qui suis dans la bienveillance. Mais je veux aussi dire par là que quand ça ne va pas et que je n'ai pas envie, je ne pratique pas. Alors ça peut coûter une clientèle, mais c'est un choix que j'ai fait et c'est important pour moi d'être fidèle déjà à moi-même et de ne pas être bien, de ne pas pratiquer quand on n'est pas, quand on n'est pas à l'aise. C'est tout à ton honneur, Bernadette. Voilà. En tout cas, nous aussi, Isabelle, on te remercie pour cet entretien. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bis Paul. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.